Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. La crise sanitaire et les crises politiques ont remis la souveraineté économique au cœur des débats, notamment en Afrique dont la dépendance extérieure reste supérieure à celle des autres continents. Accès aux vaccins, relocalisation industrielle, souveraineté monétaire, le continent africain doit relever de multiples défis pour s'affranchir de sa dépendance économique. Si certains pays sont déjà parvenus à renverser cette situation, la majeure partie des pays africains restent dépendants des grandes puissances. Alors, comment bâtir une souveraineté économique au niveau régional, voire continental, et existe-t-il des stratégies efficaces pour réduire cette dépendance? Pour en parler, je reçois Youssouf Karious, fondateur et directeur général de Pulsar, société d'investissement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, c'est un plaisir d'être là. Alors, je vous propose de rejoindre Marouane Benyamed avant de poursuivre notre échange. Marouane, bonjour. C'est le grand retour du CEO Forum les 13 et 14 juin à Abidjan. Qu'est-ce que Jeune Afrique prévoit ? C'est effectivement le grand retour de l'Africa CEO Forum. Les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées pour cause de crise Covid et la précédente s'était déroulée en 2019 à Kigali. Alors, l'Africa CEO Forum a une ambition claire et un objectif évident, proposer des solutions concrètes et innovantes pour faire avancer le continent et ses entreprises, notamment le secteur privé. Donc les 13 et 14 juin à Abidjan, plus de 1800 participants qui viennent d'environ 70 pays, dont une grosse quarantaine de pays africains, se réuniront pour traiter sur un large éventail de thèmes qui concernent encore une fois l'avenir de l'Afrique et son développement économique. Le thème principal de cette édition étant la souveraineté, la croissance verte et la transformation industrielle qui nous semblent être les clés du développement africain. Donc durant ces 2 jours, je l'ai dit, 1500 participants, des chefs d'entreprise, des responsables d'institutions financières, des chefs d'État, des ministres, des investisseurs internationaux aussi pour qui l'Afrique est un marché évident et qui veulent essayer d'en tirer profit de ce potentiel, mais à la condition, en tout cas c'est ce qui nous intéresse, que le continent en profite. Donc pendant 2 jours, tout le monde se réunira autour de ces différents panels pour phosphorer, élaborer des solutions, proposer leurs expériences, parce que le partage d'expériences et le transfert de compétences sont primordiaux. Et en point d'orgue, il y a un panel présidentiel avec 5 chefs d'État du continent, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, qui sera dédié à la gestion des crises qui menacent la stabilité du continent, qu'elles soient alimentaires, économiques, voire parfois politiques, notamment avec la multiplication récente des coups d'État en Afrique de l'Ouest et des transitions qui peinent à s'organiser et à rassurer tout le monde. Donc on espère que ce seront des débats féconds et on vous donne évidemment rendez-vous les 13 et 14 juin pour cette enfin dernière version de la CF que nous attendions depuis 2 ans. Dans le cadre du CEO Forum, vous aborderez le thème suivant, indépendance économique de l'ambition vers l'action. Pourquoi ce choix ? La crise liée au Covid-19 et maintenant la guerre en Ukraine. Une unanimité se dégage chez les Africains, compter sur et rester maître de son destin, donc de sa politique de développement. Alors que la flambée des denrées de base est partie pour durer, le continent se trouve plus que jamais à un tournant. Mais la souveraineté économique ne concerne pas seulement l'agro-industrie, elle doit s'appliquer à la fiscalité, à l'énergie, aux infrastructures, au financement, au transport et à la logistique, aux échanges commerciaux avec la plus grande union douanière du monde, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, mais aussi la maîtrise de la dette, les systèmes de santé et bien d'autres sujets encore, comme notamment la cybersécurité. La souveraineté du continent, son indépendance, qu'elle soit économique, politique, diplomatique, est une valeur qui est défendue depuis maintenant plus de 60 ans par Jeune Afrique et nous tenons particulièrement à ce sujet, car c'est la seule voie pour une Afrique moderne qui se développe et qui utilise son potentiel
à plein pour le bien-être général de sa population. Donc nous tenons vraiment à ce que cette édition de l'ACF 2022 traite ce sujet de fond en comble avec de nombreux experts, des responsables politiques, des chefs d'entreprise, afin, encore une fois, de déterminer des pistes de progrès, des solutions innovantes et surtout concrètes. Monsieur Carrius, est-ce que vous avez déjà participé aussi au forum ? Oui, événement très intéressant. Il y a de nombreux décideurs qui y participent et c'est toujours un plaisir de les accueillir en Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas toujours dans notre pays, mais c'est un plaisir quand ils sont là. Alors justement, parlons de la situation économique du continent. Actuellement, en 2022, on apprend qu'on sort d'une récession comme tous les autres pays du monde. Quelle est la situation économique de l'Afrique ? Mais écoutez, c'est compliqué d'y répondre parce qu'il n'y a pas qu'une situation en Afrique subsaharienne notamment. Il y a des régions qui connaissent des crises plus ou moins graves aujourd'hui. Alors, indépendamment de ce qu'on a connu avec le Covid et de la relance de l'économie mondiale, il y a la situation militaire aujourd'hui qui mondialement est très inquiétante. Et les dispositions qui sont prises économiquement comme étant des sanctions envers la Russie impactent le monde entier, y compris ceux qui les prennent aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que les cours du pétrole, par exemple, ont clairement augmenté. On est aujourd'hui autour de 120 dollars le baril, ce qui est véritablement un record compte tenu des dernières années qu'on a connues. Et en Afrique subsaharienne, il y a des pays qui arrivent à s'en sortir et qui arrivent quand même à gagner en croissance. Et il y a des pays qui vont connaître aujourd'hui une très forte inflation et donc un impact social grandissant. C'est les populations qui en pâtissent. Et puis derrière, il y en a qui ont de la peine à reproduire et regagner de la valeur sur leur économie. Donc il y a une situation très éparse à travers le continent. D'accord. Et par rapport aux autres continents du monde ? C'est la même chose. Vous savez qu'en Europe, par exemple, l'Europe était censée repartir sur une relance économique et avec la guerre en Ukraine, tout cela est remis en cause. Je sais que certains pays européens avaient perdu jusqu'à 10% de la valeur de leur économie. On s'attendait tous à ce que, effectivement, il y ait une situation de rattrapage. Et même pour les pays occidentaux, ils ont du mal aujourd'hui, malgré cette grande perte due à la crise Covid, ils ont du mal à faire redémarrer leur machine productive. Alors, dernière édition du rapport Africa's Pulse de la Banque mondiale, qui est une analyse semestrielle des perspectives macroéconomiques à court terme de la région, prévoit une croissance de 3,6% par rapport aux 4% de l'année dernière. Beaucoup disent que l'Afrique a été résiliente. C'est vrai ? Oui, parce que dans un sens, c'est vrai qu'on a connu une récession dans plusieurs pays africains, mais la plupart des pays ont, à mon avis, absorbé la crise beaucoup moins violemment que ce que la plupart des économistes anticipaient à travers le monde. Beaucoup disaient que ça allait être une hécatombe à travers l'Afrique. Oui, une crise sanitaire supérieure aux autres continents. Et je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a des fondamentaux en fait, dans les pays africains qui permettent d'absorber les crises régulièrement. C'est pas la première fois qu'on enterre les économies africaines. Et à chaque fois, quand on reprend l'historique de croissance économique des pays africains, notamment de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qu'on connaît bien ici, on a souvent un taux d'intérêt qui reste, un taux de croissance qui reste plus ou moins stable dans le temps. La Covid, effectivement, on l'a subi, il y a eu une récession. Maintenant, les relances économiques sont amorcées. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que ces relances-là vont continuer parce qu'il y a un contexte mondial qui aujourd'hui devient très, très, très compliqué. Au-delà des crises conjoncturelles, l'Afrique a des problèmes structurels sur le plan économique. Lesquels ? Alors, pour moi, un des plus grands problèmes structurels qu'on connaît, à mon avis, c'est sur l'ensemble du continent, c'est les plateformes logistiques. On ne peut pas, et je pense que c'est un des grands enjeux du 21e siècle pour le continent africain, c'est les échanges intra-africains. C'est pour moi ce qui va nous permettre de prendre notre part dans les échanges mondiaux. Vous savez que dans les échanges mondiaux, l'Afrique ne pèse qu'à peine entre 1 et 2% des échanges mondiaux, ce qui freine notre potentiel économique parce que naturellement, on ne fait pas partie véritablement du monde quand on n'échange pas avec le monde, quand on ne commerce pas suffisamment. Et d'ailleurs, sur ces 1 à 2% d'échanges mondiaux, c'est surtout une dépendance vis-à-vis du reste du monde. Donc on a nous, on importe. On importe beaucoup plus qu'on exporte. Et la Côte d'Ivoire, par exemple, est un contre-exemple parce qu'effectivement, il y a le cacao qui vient contrebalancer notre balance commerciale, mais la plupart des pays autour de nous ont une balance commerciale déficitaire. D'ailleurs, pour la Côte d'Ivoire, si vous enlevez le cacao, vous verrez qu'on a une balance commerciale qui
globalement sur l'ensemble des produits de consommation, est clairement déficitaire et en faveur de l'extérieur. Quand vous prenez par exemple les Américains, le conflit américain versus chinois aujourd'hui, il est surtout dû au fait que les Américains voient qu'ils ont une balance commerciale qui est clairement déficitaire en faveur de la Chine et ils savent que c'est un risque pour leur économie. Malheureusement, je trouve que nos décideurs ne prennent pas le déficit commercial comme une véritable cause et un véritable engagement en fait, à aller résoudre ce type de problème parce que c'est des problèmes structurels qui, à long terme, empêchent notre économie d'évoluer. Mais vous donnez l'exemple de la Chine qui est à peu près l'atelier du monde. Nous, qu'est-ce qu'on peut vendre aux autres continents ? Déjà, on a des matières premières, mais... Non, mais on a énormément de ressources, ce qui veut dire qu'on a un potentiel à transformer des choses localement. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que, surtout nous, Ivoiriens, on a l'habitude de taper nos protéines parce qu'on est très nationaliste quelque part, on adore notre culture, mais il faut qu'on comprenne que quelque part, on est d'abord africain avant d'être Ivoirien, parce que la Côte d'Ivoire n'existe pas à l'échelle mondiale. Et la Côte d'Ivoire, avec ses 24 millions, peut-être un peu plus maintenant depuis le dernier recensement, n'existera pas si on n'est pas intégré dans un processus d'échanges commerciaux qui devient régional, voire continental. Et c'est pour ça que je parlais des plateformes logistiques. Parce que ce qui va justifier justement qu'on échange de plus en plus avec nos voisins et que notre marché potentiel devienne plus gros, c'est qu'on abatte les frontières pour les biens et les services. Aujourd'hui, il y a de nombreuses barrières douanières qui empêchent, par exemple, la société ivoirienne d'aller faire du business direct avec une société béninoise, burkinabé, nigériane, etc., etc. Bien que dans les textes, quand vous regardez les textes juridiques qui sous-tendent la CEDEAO, les textes permettent aujourd'hui de commercer de façon de plus en plus fluide. Mais dans la réalité, il y a encore des obstacles à abattre. Et c'est cette envergure-là régionale de notre marché qui va nous faire gagner déjà à l'intérieur de notre économie en échangeant entre nous, et puis ensuite peser sur l'échiquier mondial en ayant un marché qui est beaucoup plus volumineux. Donc en fait, on doit, comme les autres parties du monde, favoriser l'aspect régional pour faire un bloc. Moi, je pense que ça doit se faire par étapes. C'est effectivement d'abord favoriser les aspects régionaux, parce que dans l'Afrique, il y a plusieurs régions qui naturellement déjà échangent entre elles pour des questions linguistiques, pour des questions culturelles. C'est des peuples qui historiquement ont été divisés par les frontières qu'on connaît aujourd'hui, mais qui continuent d'échanger et de commercer. Donc pour moi, il faut se baser là-dessus, s'asseoir là-dessus. Vous avez toute l'Afrique de l'Est, toute l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des régions qui naturellement ont vocation à s'intégrer et à croître ensemble en réalité. Effectivement, pour moi, cette première étape étant aboutie, elle doit passer naturellement en seconde étape par l'investissement massif dans les infrastructures logistiques, parce que c'est ce qui va permettre d'accroître le potentiel commercial. Si vous n'avez pas, c'est-à-dire que si je ne peux pas mener un produit d'un point A à un point B n'importe où dans la région, parce qu'il n'y a pas la capacité logistique, il n'y a pas les routes, il n'y a pas les entrepôts, il n'y a pas la capacité, les magasins. Les problèmes de douane. Les problèmes de douane. Tout ça, c'est de l'infrastructure privée et publique qui permet d'accélérer la croissance commerciale. Et c'est ce qui va permettre ensuite, donc dans une troisième étape, d'ouvrir notre marché qui, à ce moment-là, sera régional, beaucoup plus intégré, au monde entier. Alors, on va parler directement de la ZLECAf. Je voulais parler d'autres choses avant, mais on y reviendra après. Cette intégration économique aussi semble être un enjeu majeur, vous venez de le dire. Et la ZLECAf est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Qu'est-ce que ça a changé ? Parce que vraiment, ce n'est pas perceptible. Mais je pense que vous n'allez pas le percevoir du jour au lendemain. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il manque en fait l'infrastructure logistique. J'entends par exemple beaucoup d'initiatives qui, d'ailleurs dont une dans notre région, la BRVM, qui a ouvert un compartiment pour les valeurs, pour les matières premières, un comptoir pour les matières premières. Ouvrir la possibilité de trader des matières premières en Afrique subsaharienne sous-tend que vous avez une capacité logistique. Si vous achetez un container je dis des bêtises, mais si vous achetez un container de manganèse quelque part, il faut qu'il y ait quelque part physiquement un entrepôt où il y a cette matière première-là qui est stockée, qui peut être étudiée en termes de qualité, en termes de qualité chimique. Parce qu'effectivement, quand moi je suis acheteur et que je suis sur un marché financier,
ben je ne vois pas la matière que j'achète. Par contre, j'achète sur une plateforme qui me garantit que la qualité de ce que j'achète est au rendez-vous. Donc il y a tout un tas de normes techniques qui doivent être contrôlées sur place, physiquement, à travers des infrastructures logistiques. Et donc, tant que vous n'avez pas ces infrastructures logistiques, on peut mettre en place toutes les lois qu'on veut, toutes les réglementations qu'on veut. Ça ne fonctionnera que quand physiquement, il y aura des plateformes logistiques qui permettront de connecter nos régions. Mais à vous écouter, c'est comme si on n'avait pas... Enfin, je ne vais pas dire qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, mais en tout cas, on n'est pas à la hauteur de ces engagements. Et justement, à quoi doit-on s'entendre à long terme sur la ZLECAf ? Quand elle sera efficiente? Je pense que historiquement, sur le continent africain, on a plutôt tendance alors peut-être que c'est une impression, mais moi j'ai l'impression qu'on a plutôt tendance à avancer lentement parce que c'est d'abord les décisions politiques qui précèdent les actions terrain. Et c'est souvent pas l'inverse. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça. Pour moi, c'est l'action qui doit nécessiter justement un encadrement derrière. Donc, le régulateur doit venir en aval pour moi, pas en amont. Ici, on a d'abord des politiciens qui se réunissent, qui étudient une problématique et qui se disent, bon, ben, écoutez, il faut qu'on commerce plus entre nous. Et c'est de là que naît la ZLECAf. Oui. Et d'ailleurs, c'est une bonne initiative dans ce sens-là qui part du politicien. Maintenant, pour qu'elle se concrétise sur le terrain, toute la structure est prête. Pour qu'elle se concrétise sur le terrain, il faut que les investissements en infrastructure suivent. Et donc, c'est maintenant qu'on va rentrer véritablement dans l'action. Et forcément, ben, pour vous et moi, on ne va pas palper les résultats tout de suite parce que l'action, le politique aura précédé l'action. D'autres sujets, on parle régulièrement aussi d'industrialisation comme une solution. Pour quelles raisons ? L'industrialisation, si vous voulez, ça vous permet en fait de gagner en valeur ajoutée sur votre économie. C'est-à-dire que si je prends un cas très terre à terre, si j'extrais de l'or de mon sol et que je vous le vends à vous, je vous vends de l'or pur. Oui. Par contre, si à un moment donné vous transformez ce or-là en bijou, vous le revendez avec une plus-value. Tout à fait. Et donc ce premier créneau de transformation ajoute de la valeur à la même chaîne de valeur, donc au même matériau. On gagne 2, 3, 4, 5 fois parce qu'on le transforme et il y a un circuit de transformation qui permet de le transformer à plusieurs reprises. C'est pour ça que, par exemple, sur la matière première, on parle de plusieurs étapes de transformation. Par exemple, pour les Ivoiriens qui nous écoutent aujourd'hui, quand vous récoltez le cacao, il y a des transformateurs sur notre sol aujourd'hui qui vendent sur les marchés internationaux, pas que le cacao brut, mais pas que les fèves. Il y a d'abord les fèves séchées, c'est une première étape de transformation. Et puis ensuite, il y a la poudre de cacao, c'est une deuxième étape de transformation. Il y a la pâte de cacao, c'est une autre étape de transformation. Et toutes ces matières-là ont un prix différent sur les marchés. Et donc, naturellement, ça permet de faire accroître votre économie sur la base du même produit. Je comprends. C'est-à-dire que, par exemple, le cosmétique ou d'autres domaines utilisent cette matière première, là encore, c'est une valeur ajoutée. Tout à fait, tout à fait. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'aller jusqu'au client final. C'est-à-dire que, de vous à moi, personne de nous deux consomme de la pâte de cacao en tant que telle. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, on consomme du chocolat. Oui. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller de plus en plus en aval de la chaîne de production et tirer le maximum de valeur. Donc c'est ça l'enjeu de l'industrialisation. Maintenant, il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens de pousser vers une industrialisation qui nous permette de transformer 100% de notre cacao en chocolat, parce que le marché du chocolat, il n'est pas ici. Voilà. Et les principaux revendeurs de chocolat, les principaux industriels du chocolat n'ont aucun intérêt à acheter du chocolat ivoirien pour le transformer en Côte d'Ivoire pour aller le vendre en Europe, parce qu'en fait, il va fondre sur les mers. En plus. Voilà. Ah, mais d'accord. Donc, c'est en ça que l'industrialisation doit se faire de façon intelligente. C'est-à-dire que pour un transformateur de chocolat, il ne transformerait le chocolat en Côte d'Ivoire que pour couvrir le marché ivoirien. Mais une fois que la demande ivoirienne est couverte, tout le reste, c'est pour les Européens en premier, en second les Asiatiques qui consomment. Oui, les plus grands consommateurs. Voilà. Mais c'est ça les enjeux. Et qu'est-ce qui freine l'industrialisation du continent, alors, puisqu'on nous dit que c'est la solution pour sortir de nos problèmes économiques? Personnellement, je pense que c'est surtout le fait que nos marchés sont trop petits. Parce que les régions africaines, en fait, il faut le dire, ont été balkanisées. Aujourd'hui, vous retrouvez des peuples qui sont à cheval entre 3 à 4 frontières parfois. La Côte d'Ivoire, je vous le disais tout à l'heure, c'est 24 millions de personnes. Quand vous discutez avec les grands industriels, les grandes multinationales mondiales, pour elles, la Côte d'Ivoire n'est pas un marché.
Ça n'existe pas pour elle. Vous discutez avec bon, je vais pas dire de nom, sinon je vais me faire incendier. Nestlé, non, par exemple. Voilà, mais j'imagine que Nestlé vous le dira pas. Mais en vrai, l'industrie chocolatière de Nestlé, si vous discutez avec le président de Nestlé Monde, il vous dira, ben pour moi, il n'y a pas de marché en Afrique subsaharienne. Donc je n'y vais pas pour faire du chocolat, ou je le fais à la marge. Mais du coup, ce sera un chocolat bas de gamme, par exemple. Ouais. Parce que ceux qui ont historiquement l'habitude culturelle de consommer du chocolat, d'apprécier du chocolat noir, etc., c'est de l'autre côté de la médaille. Exactement. Et donc forcément, les circuits d'industrialisation de cette matière première sont proches de leurs consommateurs. Il y a un autre sujet aussi qui est récurrent, surtout en ce moment, c'est la souveraineté monétaire, et notamment la zone du franc CFA. Déjà, comment cette monnaie impacte nos États ? Alors, c'est une grande question, le CFA, parce que pour moi, il y a un enjeu qui n'est pas qu'un enjeu économique, c'est un enjeu d'abord de souveraineté globale. Pour moi, il ne s'agit pas que de souveraineté monétaire, il s'agit de souveraineté globale. À un moment donné, il faut que les Africains aient à leur entière disposition tous les outils qui concourent à construire leur développement de demain, y compris, donc, naturellement, leur politique monétaire. La politique monétaire, c'est un outil. C'est un outil qui permet, par exemple, d'absorber les chocs. C'est-à-dire que quand il y a une crise des matières premières, votre banque centrale peut jouer sur la valeur de sa monnaie pour absorber une partie du choc. La politique budgétaire, donc le gouvernement, peut faire de même. C'est-à-dire que le gouvernement peut décider un plan de relance c'est ce qu'a fait la Côte d'Ivoire en sortant de sa crise, par exemple, un plan de relance par l'investissement. Donc le gouvernement s'engage à investir et relancer la machine productive dans le pays. Donc c'est les passations de marché, etc., qui construisent de la valeur. Aujourd'hui, dans la zone CFA, on a amputé une partie de notre politique monétaire parce qu'on ne la contrôle pas, du fait que le CFA est adossé sur l'euro en tant que monnaie étrangère. L'euro, on n'a aucun pouvoir de décision sur l'euro. Et d'ailleurs, les instances, alors pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, vous pouvez aller vérifier, les instances européennes n'ont jamais accordé de crédit au change fixe entre le CFA et l'euro. Si vous demandez à la BCE aujourd'hui, la BCE vous dira « Moi, le CFA, je ne garantis pas sa valeur ». C'est un mécanisme qui a continué après le franc français, mais qui est garanti aujourd'hui par le Trésor français. Et donc, ce n'est pas la Banque centrale européenne. Mais de manière, même quand on quitte le continent africain avec les francs CFA, personne ne reconnaît cette monnaie. On ne peut pas échanger le franc CFA avec l'euro quand vous arrivez en France. Personne n'en veut. Personne Mais bon, au-delà de la possibilité de changer sa monnaie, c'est pour moi d'abord la possibilité pour les Africains de tenir les rênes complètes de leur économie, quitte à se tromper. Hein, c'est d'abord un enjeu politique. Mais dans ce cas, pourquoi ? Parce que l'euro, c'est quand même, même si peut-être qu'à l'origine, c'était un peu obligatoire, là, ça a l'air volontaire. Les pays africains peuvent quitter cette zone franc, pardon, pour le lapsus, et ne le font pas. Certains émettent l'idée, comme là récemment le Mali, ça fait beaucoup de bruit avec certains pays. Qu'est-ce qu'on risque en fait ? Si un État, parce qu'on pense tous un peu à la Guinée ou à d'autres pays dont la monnaie... Alors, il faut faire attention, Fatim, pour moi, aux élans populistes. Il faut faire attention. Pour moi, ce n'est pas une question d'idéologie. Parce que j'entends beaucoup d'idéologues se prononcer sur la question. Et quand on étudie des questions économiques, il faut se départir des idéologies. Il faut regarder les aspects concrètement, les aspects économiques de façon très factuelle. On a un intérêt aussi à avoir le CFA qui... On nous parle de stabilité, oui. Oui, mais parce que quand vous échangez, par exemple, avec... Je prends un exemple de 2015, en 2014-2015. Le cedi au Ghana, à côté de nous, a perdu 40% de sa valeur. Donc, naturellement, moi, si je suis un investisseur étranger, c'est-à-dire que si je commence à investir au Ghana en début d'année, j'investis 100 000 francs, en fin d'année, je n'ai encore rien fait. Mes 100 000 francs que j'ai investis, ça ne vaut que... 40. Exactement. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ça ne vaut que 60. Donc, j'ai perdu 40% de la valeur. Donc, naturellement, ça peut avoir un impact très important sur des investisseurs étrangers. Donc, en ce sens-là, pour nous qui sommes dans la région CFA, on a un avantage vis-à-vis des investisseurs étrangers du fait que notre monnaie reste plus ou moins stable. C'est-à-dire que le risque qu'un Américain, par exemple, ou qu'un Asiatique vienne investir en Afrique de l'Ouest en zone CFA, c'est le même qui prendrait à investir en Europe, en termes de risque monétaire pur. Donc ça, c'est un avantage, par exemple. Un autre avantage, c'est que les termes de l'échange restent plus ou moins stables. C'est-à-dire que le prix, nous, on achète beaucoup plus à l'extérieur, comme je vous disais tout à l'heure. Le prix de ce qu'on achète à l'extérieur reste plus ou moins stable.
Si on avait une monnaie complètement fluctuante, donc en change flexible, naturellement, ce qu'on achète à l'extérieur, si notre monnaie perd beaucoup de valeur une année, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Et vice-versa aussi, ça peut avoir un avantage si notre monnaie prend de la valeur. Maintenant, l'enjeu pour moi, c'est de définir quel va être le nouveau circuit ou le nouveau modèle monétaire dans lequel on souhaite s'inscrire. On peut toujours rester sur un modèle de change fixe, mais pas forcément adossé sur un euro. Ça peut être sur un panier monétaire, ça peut être sur une valeur, sur l'or par exemple. Aujourd'hui, la Russie a fait de même avec le rouble pour tenir les mesures de l'Occident. Les sanctions, ouais. Il y a des possibilités. Mais alors, pour être concrète, si par exemple demain, la Mali, la Côte d'Ivoire, que sais-je, décide de quitter le franc CFA, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, on a l'impression qu'on s'attend à un scénario catastrophiste. Non, ça dépend comment c'est fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est un processus qui doit mettre du temps, qui doit se construire avec le temps. Les réserves de change qui garantissent la valeur de votre monnaie doivent s'ajuster en fonction de ce que nous, Africains, on aura décidé. Et c'est en ça que moi, je ne suis pas vraiment les élans idéologiques parce que l'idéologie vous dit qu'il faut une rupture brutale. Oui. La rupture brutale sera forcément en notre défaveur. D'accord. Et ça, il faut le dire, le gros de notre dette est libellé en euros et en dollars. Je veux dire, il ne faut pas faire bac plus 5 pour comprendre que si vous avez emprunté 100 $ et que demain on vous dit que votre monnaie, certes, elle vous appartient, mais elle ne vaut plus rien, vous n'allez pas rembourser 100, vous allez rembourser 10 000. Oui. Donc il faut faire attention à ça. J'entends aussi des élans idéologiques parler d'agripper le CFA à une crypto-monnaie. Oui, j'allais parler de ça, la France, la Centrafrique, sans vouloir tenter l'expérience. Qu'est-ce qu'on en fait de cette crypto-monnaie? C'est suicidaire de faire ça, parce que les crypto-monnaies, aujourd'hui, ce ne sont pas véritablement des monnaies. C'est vrai qu'on les appelle monnaies, mais ce sont d'abord des actifs financiers. Ce sont d'abord des actifs financiers qui ont un niveau de fluctuation. Si vous prenez l'historique des fluctuations, que ce soit du Bitcoin, peut-être qui est peut-être la plus aboutie des cryptos, parce que la première, mais toutes les autres, vous avez une fluctuation sur les monnaies crypto qui est extraordinaire. Et donc cette fluctuation, là, vous voyez, récemment, j'ai vu une des monnaies qui a dégringolé, qui a perdu 600% de sa valeur. Vous imaginez? C'est-à-dire que même si c'est une fois dans un siècle, vous imaginez une monnaie ivoirienne qui perd 600% de sa valeur. C'est catastrophique. C'est-à-dire que tout ce que vous achetez à l'extérieur, en plus on achète beaucoup plus à l'extérieur qu'on ne vend, tout ce que vous achetez à l'extérieur vous coûte 7 fois plus cher. Ce serait suicidaire de faire ça. Donc il faut penser un modèle qui se soutient sur le très long terme, peut-être un modèle crypto, mais un modèle pensé pour nos besoins, pas un modèle, pas s'adosser sur du Bitcoin, ce qui existe déjà, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui transigent sur le Bitcoin, ce sont des fonds américains en dollars. Donc on n'a pas les mêmes réalités. Pas de sens. Là aussi, la dette, on a toujours l'impression que on est endetté. Tous ces emprunts sont faits pour nous aider, mais la dette, il faudra bien la régler un jour. Est-ce que c'est finalement recul? Est-ce que, oui, on avance vraiment avec ces dettes-là ou ça va être un poids futur pour les générations d'après? Non, je pense que la question de la dette, c'est... Vous savez, j'aime bien le rappeler parce que souvent on l'oublie. Vous savez, dans les années 50, 60, les États n'avaient pas de dette. Les budgets étaient votés en équilibre. C'est pas si loin que ça. Hein, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que ce qu'on dépensait en tant qu'État était l'équivalent de nos ressources. C'est depuis les années 50-60 que les États ont commencé à s'endetter. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive à un stock de la dette, pas que pour les pays africains, même encore plus important pour les pays occidentaux. D'ailleurs, tout le monde s'accorde sur le fait que les pays occidentaux ne pourront jamais rembourser leurs dettes. Seulement, étant propriétaires de leur propre monnaie et de leur propre dette, ils peuvent la restructurer à leur bon vouloir. Contrairement à nous. Contrairement à nous. Donc nous endettons majoritairement dans des devises étrangères que nous ne maîtrisons pas. Notre banque centrale n'est pas capable d'émettre ni dollars ni euros. Et donc forcément, dès lors qu'il commence à y avoir un problème sur la dette, nous sommes les premiers à être impactés. Et on nous parle tout de suite de l'endettement des pays africains. Oui, mais en vrai, si on s'endettait dans une monnaie CFA qu'on maîtrise, nous, sur laquelle la Banque centrale... C'est quoi, la planche à billets? C'est la planche à billets, clairement. Les Américains, par exemple, ne publient plus leur masse monétaire complète. Les Américains ne le font plus parce que, effectivement, vu que le monde entier utilise du dollar aujourd'hui, la seule chose qui sous-tend la valeur du dollar, c'est la confiance du monde vis-à-vis du dollar, rien d'autre. Nous, si on se permet de faire pareil, d'ailleurs aujourd'hui on ne pourrait pas, mais si on se permet de faire pareil,
ce serait pour moi une solution pour avoir la dette locale dans nos monnaies locales maîtrisées par nous, qui nous permettent de faire la même chose que les autres. Et ce sera la dernière question. C'est les banques. Alors là aussi, on nous dit toujours qu'on a des taux incroyables et qui asphyxient notre économie. Déjà, monsieur, madame, tout le monde, pour un emprunt à la banque, voilà, c'est compliqué. Mais nos banques même africaines, si je comprends bien, sont limitées dans la levée des fonds sur les marchés financiers. C'est quoi cette problématique ? Je pense que, vous savez, pour moi qui suis investisseur, il y a quelque chose qui me frappe. Vous savez, la société d'investissement Pulsar est basée à Maurice, et naturellement, on est soumis à tout un tas de réglementations, dont une qui s'appelle CRS, par exemple, qui vous oblige à faire du reporting, en fait, sur votre niveau de risque, sur le niveau de risque que vous prenez quand vous investissez. Et force est de constater que, quels que soient les mécanismes de gouvernance que vous mettez à l'intérieur de n'importe quelle boîte qui investit en Afrique subsaharienne, toutes les actions qu'on mène en Afrique subsaharienne, dès lors que c'est en Afrique subsaharienne, est considérée risquée. Okay. Donc c'est une question, quand vous voyez comment sont construits ces rapports-là, vous comprenez que c'est d'abord une question de perception du risque. Ouais. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait partie des équipes de Bloomfield à l'époque, parce que Bloomfield vient résoudre cette problématique-là, par exemple. Parce que c'est une agence de notation financière qui vient vous dire, attention, vous, ce que vous considérez risqué, vous considérez que toute la Côte d'Ivoire, toute l'UEMOA est risquée, mais attention, à l'intérieur, il y a des zones de non-risque. Oui. Et c'est ce niveau de détail dans l'information financière dont nos banques, qui sont souvent des filiales de grands groupes, ont besoin pour pouvoir mieux, ce qu'on appelle ségréguer le risque, c'est-à-dire bien voir quel acteur est véritablement risqué et quel acteur ne l'est pas, ou quel mécanisme, quand il y a un acteur qui est risqué, quel mécanisme permet d'absorber son risque et de le dérisquer. Et ça, pour moi, on est encore dans un schéma financier en Afrique subsaharienne où on a encore du mal à avoir ce niveau de granularité dans l'information financière. Et c'est ça qui est... Mais c'est la faute à qui ? À nous, à l'étranger, qui ne fait pas confiance, visiblement. Je pense d'abord à nous, parce que après, moi, je ne suis pas de ceux qui tapent sur l'étranger pour taper sur l'étranger. On est responsable de tout ça. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas, c'est vrai, totalement notre souveraineté, mais les premiers responsables du fait qu'on n'ait pas totalement notre souveraineté, c'est d'abord nous. Donc, à un moment donné, il faut que, au niveau de nos marchés financiers, on prenne nos responsabilités et on définisse des mécanismes qui sont aussi des mécanismes intrinsèques. On ne peut pas se couper du monde. On aura toujours des relations financières avec le monde. Par contre, notre marché intérieur doit se nourrir d'innovation, de fougue aussi, parce que parfois, il faut savoir prendre le risque. Il ne faut pas se contenter de répliquer des modèles de risque qui viennent d'ailleurs avec des schémas qui ne nous correspondent pas. Donc, il faut prendre le risque et aborder le risque différemment dans nos régions. Allez, ça sera ce que nous faisons. Ça sera le mot de la fin. Donc, on a essayé de dépeindre le tableau de la situation économique du continent, qui est assez complexe, il faut le dire. Merci d'avoir démocratisé ce sujet. Et on se quitte sur cette citation. « L'indépendance politique n'est valable que s'il y a l'indépendance économique » de Japhet Zamzou Moukissa. J'espère que j'aurai bien prononcé le nom de cet économiste du Burundi. Allez, excellente journée et à très bientôt.